Les invités de Lise Gutmann sur Judaïque FM. Et ce matin, ainsi que je vous l'annonçais précédemment, j'ai l'immense plaisir d'accueillir monsieur François Heilbronn en studio. François Heilbronn, bonjour. Alors, vous êtes le vice-président du mémorial de la Shoah à Paris. Et évidemment, en ce 16 juillet, nous sommes ensemble pour évoquer cette terrible rafle dite du Veldiv. On va essayer de comprendre pourquoi, de voir ce qui s'est passé depuis, évidemment pendant l'occupation, mais également les conséquences dans la société dans laquelle on vit, l'intérêt qui ont porté les différents présidents de la République française qui se sont succédés, etc. Alors, François Heilbronn, d'abord, un bref historique de cette rafle du Veldiv qui s'est tenue le 16 juillet 1942 à Paris et en France également. D'ailleurs, c'est les 16 et 17 juillet avec, et c'est la police française, comme on le sait aujourd'hui, qui s'est malheureusement chargée de cette lourde tâche. Tout à fait, Élise. Merci d'abord de m'accueillir en ce jour de triste mémoire, comme vous l'avez rappelé. C'était le 16 et le 17 juillet 1942, donc il y a tout juste 78 ans, que 4500 gendarmes et policiers, on dit toujours policiers, mais il y avait aussi des gendarmes, 4500 gendarmes et policiers, au petit matin, à 6 heures du matin, se sont présentés dans les 20 arrondissements de Paris et dans quelques communes de la proche banlieue, au domicile des Juifs qui, dès l'automne 1940, s'étaient déclarés dans les commissariats. Il y avait, les policiers disposaient de 25 000 noms. L'objectif de cette grande rafle, à l'époque ça s'appelait la grande rafle, l'objectif de cette grande rafle, suite aux accords entre la Gestapo allemande et les services allemands dirigés par Oberg, et Bousquet, secrétaire d'État à la police de Vichy, l'accord et l'objectif était d'arrêter 25 000 juifs à Paris et dans sa proche région. Ces 4500 gendarmes et policiers ont donc débarqué le 16 juillet au matin, à partir de 6 heures du matin, au domicile des Juifs parisiens, et ils avaient donné leurs ordres dans les différents commissariats. Oui. Alors, donc, ça s'est passé comme vous venez de nous l'expliquer. Ils ont donné leurs ordres, et ensuite, donc, évidemment, la majorité de la population juive n'avait pas été prévenue. Parmi ceux qui ont été prévenus, il y a ceux qui y ont cru et ceux qui n'y ont pas cru. Ceux qui y ont cru ont réussi à se cacher, mais ils étaient très minoritaires, je crois. Alors oui et non, parce qu'effectivement, ils avaient 25 000 noms et 25 000 fiches. Oui. Puisque à partir de l'ignoble statut des Juifs du 3 octobre 1940, les Juifs avaient obligation de se déclarer, et ça a été renforcé en juillet 1941, les Juifs avaient obligation de se déclarer au commissariat de police. Et si vous vous déclariez pas, vous étiez hors la loi. Donc, la plupart des Juifs se sont quand même déclarés. Surtout qu'à l'époque, c'était juste une déclaration et il n'y avait pas encore eu des rafles. Et puis, il y a eu, comme vous le savez, des rafles. La première étant la rafle du billet vert au printemps 1941. La deuxième, la rafle des notables, dont Anne Sinclair en a tiré un livre en décembre 41. Mais à l'époque, on ne raflait que les hommes. Donc, dans ce cas-là, beaucoup de policiers, de commissaires de police, de Français au courant, de fonctionnaires au courant, dès le 14-15 juillet, ont prévenu qu'il allait y avoir une rafle. Et ce qui s'est passé de manière tragique, c'est que beaucoup d'hommes apprenant, de pères de famille apprenant qu'il allait y avoir une rafle, pensaient que c'était seulement les hommes qui étaient visés. Donc souvent, ils ont laissé leurs femmes, leurs enfants, et ils sont allés se cacher. Oui. Et quand les policiers sont arrivés, ils ont arrêté, comme on le sait, les femmes, les enfants, les vieillards. Et les maris, les pères, quand ils ont appris que leurs femmes et enfants ont été arrêtés, sont allés se présenter au commissariat de police. Donc il y a eu une sorte de phénomène en deux temps, mais il y a eu quand même beaucoup de gens alertés, et il y a des familles qui sont cachées. Oui. Il y a des Français ça non a juifs. fuité, enfin l'info qui devait être complètement secrète a heureusement fuité pour certains. Oui, et c'est un peu normal parce que c'est pour ça que j'attache beaucoup d'importance à ce chiffre. 4500 gendarmes et policiers. Oui. On les mobilise pas
de manière secrète. Bien sûr. Il y a, on l'a d'ailleurs au mémorial de la Shoah, c'est un document absolument passionnant qu'on expose dans l'exposition permanente. C'est l'ordre rédigé par le préfet de police de Paris, l'ordre d'organisation de la rafle. Oui, on se souvient plus de son nom, mais c'est pas grave. Voilà, et donc on devrait se rappeler son nom. Sinistre mémoire, comme on dit. Voilà. Et c'est un ordre très factuel, en expliquant le nombre d'escouades, le nombre d'escadrons, le nombre d'unités de police qui vont se déployer arrondissement par arrondissement, à quelle heure ça va commencer, les objectifs, des objectifs chiffrés d'arrestation qui doivent être faits. Et en fait, le résultat de ce qui est devenu la rafle du Veldiv, on a peut-être expliqué son nom après, le résultat, c'est que 13 152 juifs ont été arrêtés. Donc beaucoup moins que ce qui était prévu. Donc, et d'ailleurs, les Allemands étaient furieux. Oui, furieux. Ça je sais, oui. Ils n'ont pas atteint l'objectif. On vous donne un objectif à 25 000, vous en a ramené 13 152. Bousquet et Leguet, son adjoint de sinistre mémoire, qui ont été d'ailleurs poursuivis par Klarsfeld beaucoup plus tard, parce qu'ils ont survécu à la guerre, ces deux salopards, étaient aussi assez déçus des résultats. Et sur ces 13 152, il y en a ceux qui ont été conduits au Vélodrome d'hiver. Donc le Vélodrome d'hiver, c'était l'ancien stades ou enceintes sur lesquelles il y avait des courses cyclistes. Les courses cyclistes étaient très populaires avant les guerres. Et ils ont été conduits là. Donc, pas tous ont été conduits là. En fait, c'était principalement les femmes, les enfants et les hommes avec leurs femmes et leurs enfants. Donc, il y avait 1129 hommes, 2916 femmes et 4115 enfants ont été conduits au Veldiv. Et ça a été absolument épouvantable et on y reviendra peut-être. Les autres, principalement ceux qui étaient sans enfants ou célibataires, 1989 hommes et 3003 femmes ont été internés directement à Drancy. Alors pourquoi ça s'est appelé la rafle du Veldiv? Puisque le symbole de cette rafle, ça a été l'internement, l'enfermement dans ce lieu de réjouissance avant-guerre qui était le Veldiv, qui est devenu un camp de concentration pendant quelques jours, qui était le Vélodrome d'hiver, surnommé le Veldiv. Alors, il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, c'est le mot RATP, parce que ils ont été raflés et mis dans les bus, mis à disposition des autorités par la RATP. Tout à fait, mais ça s'appelait pas la RATP. Ça s'appelait pas comme ça, je sais. Ça s'appelait les transports parisiens, mais c'était un autre, c'était pas la régie, c'était un autre acronyme. C'était pas son nom exact à l'époque, mais vous avez tout à fait raison. Mais enfin bon, c'était les ancêtres de... Les dépôts d'autobus ont été réquisitionnés et tous les autobus parisiens ont été réquisitionnés parce qu'effectivement, arrêtés, c'est une chose, mais après, il fallait les emmener soit au Veldiv, soit à Drancy. Et Drancy était à 12 km de Paris. Et donc, tous les autobus parisiens ont été mobilisés. Et il y a eu des navettes de bus toute la journée du 16 juillet et toute la journée du 17 juillet. C'est ces 2 jours de rafle. Et ce qui est absolument extraordinaire, et on le voit d'ailleurs dans l'exposition permanente du mémorial de la Shoah, c'est que nous n'avons qu'une seule photo. C'est toujours quelque chose qui étonne les historiens et les visiteurs. C'est la photo qui est, je crois, prise. On voit des autobus devant l'entrée. Et c'est ça. Et c'est tout, je crois. C'est tout. Oui, c'est on voit des autobus de la nouvelle, l'ancienne RATP, garés devant le Vélodrome d'hiver rue Nélaton. Et on voit 3 autobus garés. Mais c'est la seule photo. Ce qui est incroyable, c'est que ça dure pendant 48 heures. Il y a 4500 gendarmes et policiers mobilisés. Il y a plus de 13 000 juifs arrêtés. En plein Paris, et Paris est peuplé, et on n'a qu'une photo. Et Serge Klarsfeld, d'ailleurs, me l'a toujours dit, je cherche d'autres photos, je sais qu'il y a d'autres photos, il y a forcément d'autres photos, soit de gens arrêtés dans la rue, soit de gens montant dans les autobus, on n'en a pas. Il y a d'autres photos, on voit d'arrestations, mais c'était d'autres rafles. Soit avant, la rafle du billet hiver, soit après. Mais de la rafle du Veldiv, on n'a qu'une photo, ce qui est absolument incroyable, parce que quand même les gens avaient des appareils photo, prenaient des photos à ce moment-là. Mais oui. Donc c'est vraiment ça a été un des premiers pires moments des rafles. Il y en a eu beaucoup, il y en a eu 2 avant, on l'a dit, mais celle-là a vraiment marqué la mémoire collective. Et aussi peut-être également aussi par une certaine forme de barbarie, puisque lorsque les malheureux sont arrivés
au Veldiv. Rien n'était prêt, rien n'était fait évidemment pour les accueillir. Il y avait des enfants, des bébés, des femmes qui étaient en suite de couches, et il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Il faisait une chaleur épouvantable. Épouvantable, il faisait très très chaud à ce moment-là. Oui. Et ils sont restés enfermés entre le 16 juillet jusqu'au 19, voire jusqu'au 22 juillet. Et tous ceux qui ont été enfermés en Veldiv ont été ensuite transportés à nouveau par des bus et ensuite par des trains dans les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Ça se trouve dans le Loiret, tout près d'Orléans. Et là, il y a eu des scènes absolument épouvantables parce que on a séparé les hommes, les maris de leurs femmes et de leurs enfants. Et après, on a commencé à déporter directement de Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Les trains sont partis de la gare de Pithiviers directement vers Auschwitz-Birkenau. Et on a séparé les familles et on a laissé les enfants. Plus de 3000 enfants sur les 4115 enfants ont été laissés sans leurs parents. Parce qu'il n'y avait pas d'instruction allemande pour déporter les enfants. Et c'est à la demande de Pierre Laval, le chef du gouvernement de Vichy, Pierre Laval, on a dit on ne sépare pas les familles, prenez les enfants de moins de 16 ans, et les enfants de moins de 16 ans qui étaient enfermés à Pithiviers et Beaune-la-Rolande ont commencé à être déportés. Ils ont été en fait emmenés jusqu'à Drancy en train. Les wagons étaient complétés à Drancy par des adultes. Donc les enfants se retrouvent avec des adultes qui ne connaissaient pas. Et ça a été le cas de 3000 enfants en bas âge qui ont été internés dans des conditions absolument horribles à Pithiviers et Beaune-la-Rolande, qui ont été ensuite emmenés à Drancy et ensuite déportés à Auschwitz-Birkenau, où ils ont tous été assassinés. Tous ont été assassinés. Sur les 4115 enfants raflés, il n'y a que moins d'une dizaine de survivants qui avaient à peu près 15 ans à l'époque, mais sinon les moins de 15 ans, évidemment, ont tous été massacrés. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que, puisque je m'exprime au nom du mémorial de la Shoah, c'est que nous avons fusionné il y a 2 ans avec le CERCIL, qui est le Centre d'études et de recherche sur les camps d'internement du Loiret, qui a été fondée il y a plusieurs dizaines d'années par une femme extraordinaire qui est Hélène Moucharzé, la fille de Jean Zé, le grand résistant, ancien ministre de la Culture et de l'Éducation du Front Populaire, assassiné par la milice. Et Hélène Moucharzé, et Jean Zé est originaire d'Orléans, d'où le lien de Hélène avec Orléans, a créé ce centre, qui est du centre d'études et de recherche. Il y a un très beau musée à Orléans, pour ceux qui nous écoutent. Que je connais, oui. Voilà, ceux qui nous écoutent, allez visiter ce musée à Orléans, consacré justement aux enfants du Veldiv et à la déportation des enfants du Veldiv. Et puis, nous avons aussi... C'est en plein cœur d'Orléans, c'est juste derrière la cathédrale. Alors, si vous partez en vacances, eh bien, faites un détour, ça vaut la peine, et faites-le visiter aussi aux jeunes générations, bien sûr. Exactement. C'est un très, très, très beau musée qui est maintenant géré par le mémorial. Et sur les camps historiques de Pithiviers et la Beaune-la-Rolande, il n'y a plus grand-chose. Il y a juste maintenant des stèles et des commémorations. Mais nous avons établi un partenariat de longue date avec la SNCF. Et la SNCF nous donne en bail amphithéotique la gare de Pithiviers, donc la gare où sont partis tous les raflés du Veldiv. La SNCF est en train de la restaurer. Et nous en ferons un lieu d'exposition sur les départs et les déportations à partir de la gare de Pithiviers, qui devrait, on l'espère, ouvrir d'ici 1 an. Ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, plusieurs lieux de mémoire que l'on peut visiter. Je pense que là, historiquement, on a fait le tour de cette terrible rafle. Oui, je voulais peut-être vous lire un témoignage. Ah oui. Oui, justement, je m'excuse, je vous interromps. Donc, des témoignages, il y en a eu quand même plusieurs après la guerre, même s'il n'y a pas eu de survivants. Il y a des gens qui ont réussi à s'enfuir, qui ont eu des parcours à partir de là, qui ont permis le témoignage. Et ça, c'est très important. Et c'est grâce à quoi aussi on a pu avoir autant d'indications sur ce qu'il s'est passé là-bas. Je vous laisse la parole. Oui, je voulais lire le témoignage d'une amie à vous, Lise, et aussi à moi, qui est Annette Zedman, qui est la secrétaire générale des fils et filles des déportés juifs de France, donc l'association de Serge Klarsfeld. Et Annette Zedman a été petite fille au moment de la rafle du Veldiv, y a assisté, a pu en échapper, parce que justement, certains ont pu échapper. J'aimerais évoquer aussi un autre ami qui en a échappé et qui m'a raconté comment il en avait échappé. Mais je vais vous lire le témoignage que justement Annette Zedman avait donné lors des commémorations organisées par le CRIF, tous les 3e dimanches de juillet, la cérémonie dite du Veldiv. Je lis ce que Annette avait déclaré à ce moment-là. Au début de juillet 1942,
pour me protéger du climat d'insécurité de notre immeuble d'immigrés du 10e arrondissement, et aussi pour combler le vide laissé par ma mère, partie quelque temps plus tôt, mon père m'a emmené chez ma tante Rachel, dans le haut de Belleville. Le jeudi 16 juillet 1942, il était près de 6 heures quand ma tante, ma cousine et moi avons été tirés de notre sommeil par des coups de sonnette. « Qui est là ?» Nous entendîmes « Police, ouvrez !» La porte ouverte, un homme nous dit « Préparez vos bagages. Dans un quart d'heure, je reviens vous chercher. » Sitôt la porte refermée et les pas des policiers éloignés, ma tante a décidé qu'il fallait vite aller se cacher. Et tel que nous étions en chemise de nuit, nous avons descendu les 2 étages en courant. Arrivé au pied de l'immeuble, un grand tremblement s'est emparé de ma tante. Le policier était tout près de nous en train de regarder la vitrine de la librairie du rez-de-chaussée. Après 2 secondes de panique, tante Rachel nous a pris chacune par la main. Nous avons traversé la rue de Belleville pour nous engouffrer dans un immeuble. Toujours en courant, nous sommes montés jusqu'au dernier étage pour frapper à une porte, qui s'est ouverte. Une vieille dame habitait une chambre minuscule, où pour quelques heures nous avons trouvé refuge. La gentille vieille dame non seulement nous a accueillis, mais est allée aussi chercher nos vêtements dans l'appartement que nous avions abandonné. Quand nous sommes partis de chez elle et que nous avons retrouvé la rue, la terreur régnait dans le quartier. Nous croisions des gens hagards, en fuite comme nous, qui ne savaient où aller, qui cherchaient leurs proches et qui nous rapportaient que telle ou telle famille s'était fait embarquer. Hommes, femmes, enfants. On découvrait que la chasse aux Juifs avait cours dans tout Paris, partout à la fois. En rasant les murs, nous sommes allés nous réfugier non loin de là dans le logement de la mère de ma tante, qui se trouvait alors à l'hôpital. C'était au premier étage d'un immeuble fermant l'angle de la rue du passage Villain. Le lendemain matin, en regardant par la fenêtre, j'ai tout à coup aperçu au milieu de la chaussée de la rue Villain une femme qui était en train de désigner du doigt à 2 policiers en pèlerine l'immeuble où nous nous trouvions. Cette vision, telle l'alerte d'un danger, m'a aussitôt fait hurler. Sans réfléchir, nous avons dévié l'escalier pour nous échapper par l'autre extrémité du passage qui débouchait rue Piat. Nous nous sommes retrouvés rue Corbeau, auprès de mon père et de mon frère qui étaient fous d'inquiétude à notre sujet. La veille de la rafle, ils avaient été prévenus par oncle Paul, lui-même averti par un policier du commissariat Rampeneau de se cacher pendant plusieurs jours. Ils avaient alors réussi à se mettre à l'abri sans imaginer que l'on pourchasserait aussi les femmes et les enfants. Cette situation ne s'est plus jamais arrêtée. Chaque jour était porteur de mauvaises nouvelles et de nouvelles angoisses. Plusieurs rafles et plusieurs clashs plus tard, j'ai été pris en charge par des justes. Albert Barbret et Alice Mainville, qui est venu me chercher à Paris, ils m'ont sauvé la vie et demeurent pour moi papa Albert et maman Alice. Mon père et mon frère ont péri à Auschwitz en 1944. On embrasse très fort Annette qui doit nous écouter ce matin. Alors, des témoignages qu'on a eu. Je voulais évoquer aussi un autre qui est un ami d'Annette aussi, Joseph Schwartz, qui a été un des fondateurs des Fils et Filles déportés juifs de France. Lui, il a été arrêté dans le 13e avec son père, sa mère et son petit frère. Lui avait 15 ans, son petit frère avait 11 ans. Ils ont été emmenés à la caserne des Gobelins. Et là, le mur n'était pas très haut. Et son père lui a dit « Sauve-toi ». Et il a dit au revoir à son père, sa mère, son petit frère de 11 ans. Il s'est sauvé. Il est rentré dans la résistance. Il a libéré Paris. Il n'a jamais revu son père, sa mère et son petit frère de 11 ans. Oui, moi je peux donner peut-être un autre témoignage. C'est celui d'un grand-oncle à moi, Abraham Dimenstein, qui nous a quittés aujourd'hui et qui, lui, était dans le Veldiv et qui s'en est échappé. Il était ado, jeune ado, mais très vite il est rentré dans la résistance et il a été un des premiers à créer l'UEJF à Bordeaux en 44 avant de remonter à Paris. Et il m'a toujours raconté que quand il a vu l'enfer et l'horreur, d'ailleurs il l'avait à l'époque raconté aussi au micro d'une radio juive, quand il a vu l'enfer et l'horreur de ce qui se passait dans le Veldiv, les hurlements, les cris, les pleurs, les vomissements et tout ce qu'on sait aujourd'hui, il s'est dit il faut que je parte de là. Il faut que je me tire, comme on dit. Et il a réussi par miracle à échapper à la surveillance. Il y en a eu plusieurs, pas beaucoup, mais plusieurs gamins qui ont réussi à échapper à la surveillance et il a fait partie de ceux-là. Voilà. J'avais envie de raconter aussi son histoire, mais tout ça, ce sont des gens qui ont témoigné. Alors, aujourd'hui, de nombreuses commémorations vont avoir lieu, François Heilbronn, à tous les niveaux, surtout
tous les 16 juillet, Serge et Beat Klarsfeld et les fils et filles des déportés juifs de France organisent, quelle que soit la date, une commémoration à heure fixe. Or, avec les données du corona cette année, on va pas pouvoir faire une commémoration. Et donc, autre chose a été organisée. Racontez-nous. Tout à fait, Élise. Comme vous le rappelez, tous les 16 juillet, les fils et filles des déportés juifs de France organisent une cérémonie sur le lieu même du Veldiv, donc boulevard de Grenelle, en face de la station de métro Bir Hakeim, où est posée une plaque et où, depuis quelques années, depuis que cet ensemble d'immeubles a été rénové, il y a eu création d'un jardin des enfants, et c'est là où nous nous retrouvons. Voilà, le jardin, et c'est rue Nélaton, et c'est le jardin des enfants du Veldiv, et je crois qu'à partir de 15h, Serge et Béat seront là. Donc d'habitude c'est vers 18h cette cérémonie, où Serge prononce toujours un discours bouleversant, on a souvent un témoignage justement d'un des rescapés de la rafle. Et cette année, c'est des circonstances, comme vous l'avez rappelé, assez particulières, où pour des raisons de protection sanitaire, on ne peut organiser un rassemblement. Et donc, les fils et filles des déportés juifs de France, en association avec le Mémorial de la Shoah, ont décidé d'organiser une cérémonie numérique, comme on se fait maintenant beaucoup, hélas. Donc, ce sera à 15h sur le site internet du Mémorial de la Shoah. Donc vous allez sur mémorialdelashoah.org et aussi sur la page Facebook du Mémorial de la Shoah. Et il y aura Serge Klarsfeld, président de l'association donc des fils et filles des déportés juifs de France, et Jacques Fredge, le directeur du Mémorial de la Shoah, qui vont commémorer cette rafle, raconter cette histoire, témoigner en direct, en fait, du jardin mémorial des enfants du Veldiv. Et ce sera retransmis en direct. Il y aura d'ailleurs un accueil tout au long de la journée des familles qui veulent se recueillir au jardin, mais en petit nombre, pour pas qu'on soit trop nombreux. Et ce sera donc à 15h sur le site du Mémorial de la Shoah. Alors, maintenant, j'aimerais que... Donc, c'est un rendez-vous et on espère retrouver un public nombreux et patient. Je dis patient pour l'attente que ça va générer. De nombreux discours politiques ont été prononcés depuis cette rafle du Veldiv, surtout depuis qu'on en connaît les tenants, les aboutissants, que historiquement on a beaucoup plus d'infos. Et le premier discours qui a frappé l'opinion publique pour sa justesse, pour la reconnaissance qu'il a évoquée, ça a été le discours de Jacques Chirac. Tout à fait, Élise. Mais peut-être, avant de répondre à cette question importante, et vous avez fait raison de le souligner, sur l'importance des discours politiques qui étaient prononcés, juste rappeler aussi les autres événements qu'il va y avoir dans ces journées. Voilà. Donc, à 15h, donc, sur le site du Mémorial, Serge Klarsfeld et Jacques Fredge, directeur du Mémorial. À 16h, sur la page Instagram du Mémorial de Shoah, Jacques Fredge interviewera Rachel Gédinac, qui est aussi une des rescapées de la rafle du Veldiv. Bien sûr, qu'on connaît bien, qui est souvent venue. Oui. Qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Nous n'étions que des enfants ». Et donc à 16h sur le site du Mémorial. Et enfin, à 21h sur le site du Mémorial, vous pourrez visionner gratuitement le très beau film tiré du livre de Joseph Joffo, Un sac de billes. Oui. Voilà. Un très très beau film à regarder en famille. En famille, à 21h, sur le site du Mémorial. Et enfin, pour clôturer et pour faire le lien, peut-être la transition, il y a la grande cérémonie officielle qui a lieu tous les dimanches, le troisième dimanche de juillet. Donc, il y aura lieu le dimanche 19 juillet. Généralement, c'est en présence, comme vous l'avez rappelé, du président de la République, du Premier ministre ou de ministres importants. Cette année, cette cérémonie à nouveau ne sera pas en physique, c'est organisé par le CRIF, et cette cérémonie sera retransmise à partir de 9h45 dimanche sur la page Facebook du CRIF. Et cette cérémonie, il y aura un discours du président du CRIF, Francis Khalifa, ainsi que de la ministre déléguée au ministère des Armées, Madame Geneviève Darrieussecq. Donc ça, c'est pour toute l'actualité des différents événements. Mais pour revenir à votre très bonne remarque sur les discours des présidents, je dirais même avant Jacques Chirac, il s'est passé quelque chose, j'y étais, peut-être vous y étiez d'ailleurs, c'était justement la cérémonie organisée par Serge Klarsfeld en 1992. François Mitterrand était venu. Oui. C'était les 50 ans de la rafle du Veldiv. C'est vrai. Et François Mitterrand était venu et on venait d'apprendre, moi je le savais depuis un certain temps, mais beaucoup de gens venaient d'apprendre que François Mitterrand était très ami de René Bousquet, l'organisateur de la rafle, était resté avec lui, il avait même protégé des poursuites judiciaires. Et quand François Mitterrand est arrivé, beaucoup ont crié, dont moi. Et l'ont hué. Dont moi, j'ai crié très fort,
Bravo. Mitterrand à Vichy, et il est devenu blême. Il a rien dit et il est reparti. Et il a pris ça comme une vraie gifle. Mais il était honteux que 50 ans après, même s'il était le président de la République, quelqu'un qui toute sa vie durant était resté un homme de Vichy et un homme de Pétain, et un copain de Bousquet, qui était l'organisateur de cette rafle, et osait se présenter ce jour-là. Mais c'est d'ailleurs invraisemblable. Enfin, bon, invraisemblable. Oui, invraisemblable, on est d'accord, qu'il l'ait fait comme s'il ne savait pas, quoi. Enfin, bon, c'est encore une autre histoire. C'est une autre histoire. Et 3 ans plus tard, vous avez raison, Jacques Chirac a prononcé un discours fondamental pour réconcilier la France avec son passé, en reconnaissant la responsabilité de l'État français, et non pas du régime de Vichy, de l'État français, dans l'arrestation et la déportation des Juifs de France. Et ça a été absolument essentiel, parce que ça a débouché sur... Il y a eu plein d'implications, en fait, sur l'enseignement de l'histoire, mais aussi sur l'établissement d'une commission d'indemnisation des victimes des spoliations, la création de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, la récupération des fonds en déshérence, et toute l'activité mémorielle qu'on connaît, en fait, depuis maintenant... 45 ans, je n'arrive même plus à compter. Ça fait 45 ans, c'était en 45 ans. Non, 95, 35 ans. 35. Non, 25 ans. Non, attends, 95, ça fait 25 ans. On est d'accord, oui. Voilà, donc c'était il y a 25 ans ce discours très important. Et dans la foulée de Jacques Chirac, c'est assez extraordinaire, parce que j'étais de bords politiques très différents et d'histoires très différentes. Tous les présidents de la République qui se sont succédés, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, dans ces commémorations du Veldiv, ont tous les 3 aussi prononcé des discours très importants. Et si vous me le permettez, si on a encore quelques secondes, je voudrais vous lire un extrait du discours de Macron, du président Macron, il y a 3 ans, au Veldiv, donc en 2017, parce qu'il est allé encore plus loin que Chirac sur un point, parce que Chirac accusait l'État français, mais Macron a aussi remis en perspective historique. Il est si commode, je le cite, il est si commode de voir en Vichy une monstruosité née de rien et retournée à rien. De croire que ces agents sortis de nulle part reçurent à la Libération le juste châtiment qui les élimina de la communauté nationale. C'est commode, oui, mais c'est faux. C'est parce que Vichy, dans sa doctrine, fut le moment où purent enfin se donner libre cours ces vices qui déjà entachaient la Troisième République, le racisme et l'antisémitisme. Ce supplice, leur supplice qui défie l'entendement, qui défie les mots, a commencé ici le 16 juillet 1942 au matin, parce qu'en France, dans la conscience de citoyens français, de dirigeants politiques français, de fonctionnaires français, de journalistes français, l'antisémitisme et le racisme avaient fait leur chemin insidieusement, lentement, avaient rendu l'infâme intolérable jusqu'à en faire une évidence et jusqu'à en faire une politique d'État, la politique collaborationniste. C'est la France de « je suis partout », de bagatelle pour un massacre. C'est la France où Louis d'Arquet-de-Pellepoix, déjà lui, peut sans être inquiété une seconde, proclamer en 1937 « Nous devons résoudre de toute urgence le problème juif, soit par l'expulsion, soit par le massacre ». C'est la France où l'antisémitisme métastasé dans l'élite et dans la société, préparant insidieusement les esprits au pire. Parce que oui, mes amis, la barbarie n'avance pas à visage découvert, elle ne porte pas l'uniforme, et lorsque les bottes nazies frappent le pavé de Paris, il est déjà trop tard. Et donc, ce qui était fort dans ce discours, c'est qu'il remettait en perspective, et c'était la continuité. Exactement. Et c'est toujours important d'expliquer les causes, les faits et les conséquences. Et je vous remercie. Ce que vous avez très bien fait, François Heilbronn. Merci à vous. Donc, je pense que vous serez au Jardin des Enfants du Veldiv. Et pour toutes informations, eh bien, on vous conseille d'aller sur le site du Mémorial de la Shoah. Je crois que c'est mémorialdelashoah.org. Et puis, pour le 19, sur le site du CRIF. Merci d'avoir été avec nous et bravo pour cet excellent travail de mémoire quand vous le souhaitez sur Judaïque FM. Merci. Au revoir. Merci, bonne journée.